Merci, je vais aller très vite parce qu'on a très peu de temps. On a essayé de vous faire intervenir un maximum de personnes pour que vous puissiez avoir des interventions très riches. Donc, Damien Joseph, je vais te donner la parole pour nous présenter la réglementation, ce qu'il en est au niveau de la règle, du timing. Et c'est moi qui ai la dure tâche ce soir de faire en sorte que toutes ces interventions se passent dans le bon timing pour pas que ça traîne trop. Donc je tiens la montre et je me permettrai de vous faire accélérer, voire de vous couper pour qu'il y ait tout le monde qui passe bien. Mais bon, vous étiez au courant des règles. C'est pas de... Allez. Bonjour à tous, donc Damien Joseph, moi je travaille à la DREAL, pour la faire assez simple, donc je travaille à la fois pour le préfet de région et pour les ministères en charge de la construction et de l'énergie, et je vais essayer de vous balayer rapidement un petit peu l'actualité réglementaire autour de cette RE 2020. Donc les slides vont arriver, je commence juste par un petit rappel réglementaire, et ce sera le dernier, promis. Dans le code de la construction et de l'habitation, il y a un article qui définit les exigences que doivent atteindre les bâtiments neufs. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce paragraphe qui nous dit qu'à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux, doit être pris en compte. On va passer rapidement. Il y a quelques mots-clés dedans. Donc à partir de 2020, bien sûr, l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie et la capacité de stockage du carbone. Donc une fois qu'on a lu cette phrase, il faut maintenant travailler sur une nouvelle réglementation, donc une RE 2020. Donc déjà première évolution, on sort de l'aspect thermique pour entrer dans l'aspect environnemental, qui inclut bien sûr l'aspect thermique. Si on peut passer, donc pour préparer cette nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle méthode de travail qui a été expérimentée, donc qui est l'expérimentation E+C-. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle est lancée et elle avait plusieurs objectifs. La première, tout simplement, c'était de préparer une nouvelle méthode de calcul, donc qui prenait en compte à la fois les performances énergétiques du bâtiment et l'impact environnemental du bâtiment. Je passe vite sur la méthode, d'autres interventions viendront préciser ce nouveau mode de prise en compte. Mais les objectifs, c'était aussi d'évaluer l'impact économique de cette nouvelle façon de travailler et de prendre en compte l'impact du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Et troisième objectif aussi de l'expérimentation E+C-, c'était déjà d'acculturer les acteurs du bâtiment à cette nouvelle façon de travailler, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Bon, je vous ai fait juste une petite photographie actuelle de l'état de l'expérimentation. Il y a une quinzaine de jours, quand j'ai fait le travail, il y avait un peu plus de 1000 bâtiments sur l'observatoire. On peut discuter de la typologie, de la représentativité. Ce que j'aime aussi rappeler, c'est le nombre d'équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre qui sont derrière ces bâtiments et qui sont déjà rentrés dans la démarche. On va passer rapidement, s'il vous plaît. Donc, comment on pouvait rentrer dans cette expérimentation? Il y avait différentes manières de faire, que ce soit une déclaration volontaire, il y a eu différents appels à projets spécifiques sur le sujet. Et une troisième méthode était d'être accompagné dans le cadre du dispositif OBEC. Et donc c'est pourquoi je suis là. Ce qu'on a suivi donc avec les directions régionales de l'ADEME et les DREAL. Donc il y a eu 13 appels à projets de lancés sur l'ensemble de la France métropolitaine pour accompagner une vingtaine d'opérations finalisées sur laquelle tester cette nouvelle méthode de calcul et accompagner une dizaine d'opérations en conception pour commencer à travailler avec les acteurs sur comment prendre en compte ces impacts. Donc, en parallèle de cette expérimentation, qui était chargée de travailler et de préparer les acteurs, il y a eu différents groupes d'expertise qui ont été ouverts au niveau national pour traiter des différentes questions techniques qui revenaient assez souvent, à la fois sur la méthode, sur les données, sur le périmètre de la méthode de calcul. Tout ça a été organisé au sein d'une grande concertation au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, et donc a alimenté plusieurs groupes de concertation. Alors, il y a des premiers renseignements qui ont été tirés de ces groupes de concertation, notamment sur la méthode et sur les indicateurs.
avec notamment des évolutions donc, qui ont été remontées via les différents calculs réalisés depuis 3 ans sur le périmètre à prendre en compte, sur quelle surface on prenait en compte comme dénominateur des performances. Si on peut passer, s'il vous plaît. Et donc du coup, voilà, donc c'est ce groupe de concertation, méthode de calcul et production de données. Alors, bon, je fais juste une parenthèse, vous avez sans doute entendu parler de ça dans l'actualité récemment, parce que les évolutions, les pistes de travail proposées ont fait l'objet d'une tribune, hein, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, et bon voilà, donc c'était important de noter que les acteurs engagés étaient motivés pour tirer cette réglementation environnementale vers le haut. Donc en parallèle de ces travaux sur la méthode de calcul et sur les indicateurs, bien sûr, on n'oublie pas que derrière, il y a des acteurs, et donc il y a un groupe de concertation. C'est le dernier sur les outils d'accompagnement qui est actuellement en cours. L'idée, voilà, c'est d'identifier un petit peu les messages prioritaires, les objectifs de formation par cible, et la meilleure manière de les faire passer, donc de travailler avec l'ensemble des fédérations pour voilà, préparer l'ensemble des acteurs à cette nouvelle réglementation. Je passe assez vite, on aura l'occasion de revenir dessus. Une date quand même sur cette slide, vous voyez un objectif de publication à mi-2020 des textes. Donc pour ceux qui sont un peu au fait de la manière d'élaborer un texte, de toute façon, si on va avoir une réglementation environnementale qui sort dans l'année 2020, pour passer les différentes étapes de concertation nécessaires, il faut que les textes, la méthode soient fixés d'ici à cet été. Si on peut passer, s'il vous plaît. Donc là, on va repasser sur ces différents groupes de concertation donc, qui ont permis un petit peu d'écouter l'ensemble des acteurs, et sans être plus long. Voilà, les messages prioritaires qui ont été remontés, je pense que Pierre-Alain, en conclusion, aura l'occasion de vous faire part des messages régionaux, en tout cas, qui ont été remontés dans le cadre de cette expérimentation. Mais voilà, en conclusion, on a quand même une réglementation dont l'objectif assumé est de valoriser les modes constructifs à faible impact environnemental. Donc ça, c'est l'objectif, hein. Par contre, la réserve, c'est qu'il faut bien sûr objectiver cet impact. C'est-à-dire travailler sur une méthode qui fasse consensus et travailler sur des données pour alimenter cette méthode de calcul. Je pense que l'intervention d'après, on ira un peu plus loin sur cette production de données nécessaire pour fiabiliser les calculs et objectiver les impacts du bâtiment. 2020 arrive vite, donc il y a une nécessité de former les acteurs à l'arrivée de cette nouvelle réglementation. Et j'insiste sur le fait que tous les acteurs doivent être formés. Si on s'en rend compte d'une chose, et s'il faut retenir une chose, c'est que cette réglementation, finalement, si on ne s'en sert pas pour apporter, on va dire, pour aller faire un pas de plus, on va dire, vers la co-construction et puis un raisonnement en coût global et associer l'ensemble des acteurs, je pense qu'on aura un petit peu loupé le but premier de cette réglementation. Parce qu'effectivement, on se rend compte que pour optimiser ce calcul et minimiser les impacts environnementaux du bâtiment, il est important qu'on échange entre tous les acteurs du bâtiment, parce qu'il va falloir travailler peut-être sur des choix conceptifs, peut-être sur des matériaux à mettre en œuvre, et il est important d'avoir tout le monde dans la boucle et de prendre en compte cette optimisation des impacts sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, pour être sûr d'agir sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Oui, bon, ça c'était la conclusion. Donc voilà pour les principaux messages. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger plus en amont. Donc tu nous as parlé donc, de ce fait qu'il faut objectiver l'impact environnemental de la construction. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc Marion Sier va nous rentrer un peu plus dans la mécanique de cette nouvelle réglementation environnementale en nous expliquant comment fonctionne l'analyse en cycle de vie et donc les références avec les FDES, les fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire. D'autres sièges vides ici parce que suite à ça, vous allez voir
des représentants de plusieurs filières, 7 filières au total, qui vont venir vous présenter comment ils se préparent eux-mêmes à intégrer cette nouvelle réglementation environnementale et où est-ce qu'ils en sont déjà dans leur travail en tant que filière. Aujourd'hui, il n'y a que des filières des matériaux de construction. Peut-être que plus tard, en 2020, ou quand il y aura de l'avancement, on fera la même chose, mais avec les équipements. Donc le chauffage, la technique, la ventilation, autre chose, la VRD, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des filières matériaux. Et donc, en conclusion, Pierre-Alain Lagne, ici présent, du bureau d'études Tribu, en tant que grand témoin peut-être, prendra un peu de recul et nous dira comment, en tant que concepteur, on peut faire aujourd'hui pour se préparer à cette réglementation environnementale avec les données qu'on peut avoir aujourd'hui de la part de la réglementation et des filières elles-mêmes. Donc c'est parti, 20 minutes de Zoom là-dessus. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité pour présenter du coup l'analyse du cycle de vie, la méthode d'analyse du cycle de vie appliquée aux matériaux de construction, donc qui constitue mon métier. Alors moi je m'appelle Marion Sier, je fais partie du bureau d'études Verso, voilà, qui est un bureau d'études d'expertise en analyse du cycle de vie et qui fait aussi de la recherche sur des thématiques de transformation sociétale. Alors, un petit mot en introduction pour resituer un petit peu le débat. L'ACV, d'où ça vient? Donc vous savez qu'en ce moment a lieu la COP24 à Madrid sur le climat. Il y a de ça quelques mois, en novembre dernier, c'était la COP14 sur la biodiversité qui avait lieu en Égypte. Et tout cela a commencé en fait en 1972 par le premier sommet de la Terre, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. C'est la première fois qu'au niveau international, on porte les questions environnementales au débat. C'est la première fois qu'on évoque la possibilité que les activités humaines soient responsables des dégâts qu'on observe sur l'environnement. En 92 a lieu le second sommet de la Terre à Rio, et cette même année-là est créée l'organisation qui s'appelle la Life Cycle Initiative, qui est une organisation qui est portée par les Nations Unies et qui rassemble les fondateurs de la méthode analyse du cycle de vie. Ces gens ont réfléchi, donc à partir de cette période-là, à mieux comprendre l'affect qu'on provoque sur notre environnement, à mieux comprendre les impacts, et ont cherché du coup à catégoriser les différents types d'impacts qu'on génère sur notre environnement et à trouver une unité de mesure pour pouvoir mieux justement les comprendre, les mesurer et donc les réduire. Ils se sont aussi mis d'accord sur une méthode, et c'est comme ça que l'analyse du cycle de vie est née. Donc voilà pour la brève introduction. Donc l'analyse du cycle de vie est résumée dans un document, dans 2 normes ISO, donc un document international, dont la première édition date de 1997. Donc c'est une méthode qui est très très jeune, implémentée dans l'industrie depuis une vingtaine d'années, et qui s'applique à tout produit, pas que les matériaux de construction. Et je dirais même plus à toute typologie de produit. C'est-à-dire qu'on peut évaluer, faire la CV d'un granulat, d'une brique, d'un mur, d'une maison, d'un quartier, d'un pays. Voilà, il n'y a pas de limite en termes de taille de système évalué. Donc, la définition est la suivante. C'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service en relation à une fonction donnée sur plusieurs catégories d'impact environnemental et sur toutes les étapes du cycle de vie. Il y a 3 notions ici qui sont importantes, et notamment l'idée qu'on n'évalue pas un produit, mais une fonction. Quand je dis que je fais la CV de cette chaise, en réalité, c'est un abus de langage que de dire ça. Je fais la CV de pouvoir supporter un poids jusqu'à 150 kg, j'imagine, pendant tant de temps, on va dire une dizaine d'années, voilà, dans un local abrité. Ça va être à peu près ça. Et de cette manière-là, on va pouvoir comparer différents produits qui remplissent le même service rendu. C'est l'idée.
Les étapes de la CV sont bien résumées dans la norme. Donc, il y a plusieurs étapes. Une première étape qu'on fait sur papier ou en réunion, où on va discuter les objectifs de la CV avec notre commanditaire. Donc, pourquoi on fait l'analyse du cycle de vie et le champ de l'étude. Donc, dans le champ de l'étude, on va justement discuter de la fonction rendue, du service rendu. Et on va essayer de formaliser un texte qui contient la fonction qui est rendue et des caractéristiques à la fois qualitatives et quantitatives sur cette fonction. Par exemple, la durée de réalisation de la fonction, des performances de résistance pour l'exemple de la chaise, voilà, des choses comme ça. Et ce petit texte va constituer ce qu'on appelle après l'unité fonctionnelle. C'est très important de savoir ça parce que ce terme unité fonctionnelle, vous le retrouvez dans des documents que maintenant vous allez peut-être avoir dans vos mains, qui sont les FDES dont je vais parler un peu après. Donc cette unité fonctionnelle est un texte qui décrit la fonction du système qui est analysé. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va ensuite collecter les données avec notre commanditaire, donc auprès de son usine, et venir chercher à relier ces données avec les bases de données environnementales qu'on possède nous, et pour calculer un impact et l'interpréter. Alors, non, passez pas. Une base de données environnementale, qu'est-ce que c'est? Donc, elle est représentée schématiquement ici. C'est un ensemble de procédés, donc c'est les petits carrés ici, qui sont reliés entre eux par des flux de produits ou d'énergie ou de déchets. Les procédés qu'on voit là, le plus en haut de la slide, va être les procédés les plus en amont de la chaîne de production, dans les extractions d'oxydes métalliques, extraction d'agents énergétiques, par exemple. Et plus on va descendre dans cette slide, plus on va trouver des procédés qui concernent la production de produits de plus en plus transformés. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on va modéliser un système pour en faire la CV? On va créer d'autres procédés qu'on va relier à ceux qui existent déjà dans nos bases de données environnementales. C'est ça notre exercice. Donc au début, on va créer plusieurs sous-étapes du cycle de vie qu'on va rassembler petit à petit pour avoir à la fin, en définitive, un procédé ultime qui va être le cycle de vie du produit, ou plutôt de la fonction, hein, vous l'avez compris, qu'on cherche à analyser. Voilà. Alors là, vous remarquez que dans ce schéma-là, les procédés s'échangent entre eux des flux de produits, d'énergie et de déchets, mais il y a aussi des flèches vertes. Des flèches vertes qui vont de la technosphère à l'écosphère. Parce qu'en ACV, on divise le monde en deux parties. Il y a la technosphère, c'est-à-dire la sphère des activités industrielles des êtres humains, et l'écosphère, qui est vue à part comme le monde naturel, sans être humain, justement. Alors justement, à propos de l'écosphère, ça vaut le coup de s'arrêter 1 ou 2 minutes sur cette notion. Là aussi, on peut le diviser en 4 parties par souci pédagogique. Dans l'écosphère, on retrouve la lithosphère, qui est le manteau terrestre, là où on va extraire les ressources minérales et fossiles qui vont servir à nos activités, mais où on va aussi extraire d'ailleurs les matériaux, les éléments biosourcés. L'atmosphère que vous connaissez et l'hydrosphère, qui sont l'ensemble des eaux de la planète, à la fois souterraines et en surface. Et donc ces 3 sphères vont être le support essentiel à toute la vie sur Terre et donc à la biosphère. Voilà. Et nous, donc par nos activités humaines, on va à la fois extraire des ressources de ces sphères, donc aussi bien la lithosphère que de la biosphère, et on va aussi surtout, et ça c'est moins visible, émettre des tas de polluants dans les différentes sphères. Donc je parle ici de polluants à la fois macroscopiques qu'on va retrouver dans les océans, enfin les mers de plastique dans les océans, mais aussi bien les polluants microscopiques qui vont se retrouver à la fois dans les sols, dans l'atmosphère, qui vont être des molécules toxiques pour la vie, et évidemment aussi des gaz à effet de serre qu'on va émettre dans l'environnement et qui vont contribuer à réchauffer le climat et à perturber de manière générale les équilibres entre chacune des sphères. Toutes ces émissions de polluants et ces absorptions de ressources sont les flux verts qu'on avait vus la slide précédente. C'est ça que mesure l'ACV. L'ACV va faire la comptabilité de ces milliers de flux que notre système va engendrer en considérant justement toutes les étapes de son cycle de vie et surtout les chaînes de valeur qu'il y a derrière toutes ces étapes du cycle de vie. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait la liste de tous ces milliers de flux entrants et sortants de notre système, on va venir les agréger, ces flux, les convertir dans une même unité, en faire des catégories et dresser une liste relativement limitée d'impacts environnementaux.
en Europe, il y a un consensus sur une liste de 16 indicateurs, ça c'est un extrait, d'impact environnemental, qui serait, donc cette liste serait à la fois exhaustive, c'est-à-dire couvrirait l'ensemble des problématiques environnementales qu'on génère sur le monde naturel, sans recouvrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 indicateurs qui traiteraient du même problème, et aussi, c'est important de le dire, sans importance relative d'un indicateur par rapport à un autre. Tous les indicateurs sont a priori aussi importants les uns que les autres. Voilà. Ça, en tout cas, c'est ce que prône l'ACV. Pour terminer sur cette partie-là, un exemple de résultat d'une ACV. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans les ACV, toutes ACV qui sont conformes aux normes ISO 14040 et 44. En fin de rapport, on a un graphe de comparaison. Donc c'est donné indicateur par indicateur. Donc là, c'est un exemple sur l'indicateur d'eutrophisation. Il s'agit de renforcement de matière organique dans un milieu aquatique et qui nuit à la vie des autres de la faune locale. Et du coup, sur cet indicateur-là, ici, c'est un projet qui montre la comparaison de 3 opérations réalisées sur des bâtiments existants. Donc là, il y avait un premier scénario de bâtiment, le bâtiment ancien laissant statu quo, un deuxième scénario de rénovation de ce projet existant, et un troisième scénario de destruction et reconstruction à neuf de ce bâtiment. Donc je le montre aussi parce que c'est un projet dont vous pouvez trouver tous les livrables sur ecoconception.eu que j'ai réalisé quand j'étais dans le bureau d'études auquel j'appartenais avant. Voilà. Et tout ça aussi pour vous montrer que l'idée c'est qu'on voit à la fois que chaque scénario a chacune des étapes du cycle de vie qui sont représentées avec plus ou moins d'impact et surtout qu'on peut voir et comparer l'impact total de chacun des scénarios. Voilà. Et l'ACV sert vraiment à ça, à faire de la comparaison. Il faut vraiment avoir ça en tête. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les déclarations environnementales de produits. Maintenant que vous avez mieux compris ce que c'était que l'ACV. Donc, les déclarations environnementales de produits, ce sont des déclarations de fabricants ou qui émanent parfois de syndicats ou de fédérations professionnelles qui déclarent des performances environnementales de produits. Donc, il en existe 3 types. Nous, celles dont on parle, c'est celles qui sont définies par une norme ISO, encore une fois, de type 3. C'est-à-dire qu'ils délivrent des performances quantitatives, des performances chiffrées de réduction d'impact sur la pollution de l'eau, sur le changement climatique, voilà, ce genre de performances-là. Quand des déclarations de ce type sont réalisées, elles doivent être réalisées sur la base d'une ACV. Ça, c'est obligatoire maintenant. Et donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Dans le monde de la construction, il y a différents types de déclarations environnementales de produits. Donc, il y a les FDES, qui portent sur les produits de construction et de décoration, et les PEP, qui portent sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Toutes deux sont des déclarations de performance environnementale basées sur l'analyse du cycle de vie. Voilà. Dans cet ACV-là, vous l'aurez remarqué, on ne fait l'ACV que d'un seul produit. Il n'y a pas de comparaison au sein d'une déclaration environnementale de produit. On fait l'ACV que d'un seul produit. On va parler de la comparaison un peu plus tard. Alors, un mot sur les éléments normatifs pour aller de l'ACV à la déclaration. Donc, pour faire une déclaration environnementale, il faut faire une ACV de son produit, de la fonction qu'il rend, conformément aux normes ISO 14040-44. Mais aussi, il faut être conforme à la norme européenne EN 15804, qui est partagée donc, par l'ensemble des pays européens. Cette norme a été mise à jour en novembre 2019. Donc, une toute nouvelle version vient de sortir. Et il faut aussi être conforme au complément national de cette même norme. Et il faut aussi faire vérifier sa fiche de déclaration par une tierce partie indépendante et vérification qui doit se faire conformément au programme IGNES. Donc il y a toute une procédure à suivre. Voilà. Pour les PEP, c'est un peu différent, mais ça ressemble beaucoup dans le principe. Il existe donc 2 types de DEP, que ce soit des FDS ou des PEP. Il existe des déclarations individuelles, donc qui sont portées par un seul fabricant et qui vont concerner soit un de ses produits, soit plusieurs de ses produits, mais qui vont être similaires autant en termes de services rendus que en termes de performance environnementale. Et il y a aussi des déclarations, donc FDS ou PEP, collectives, c'est-à-dire établies par des syndicats ou des fédérations professionnelles, et qui vont cette fois-ci porter sur différents produits, une même typologie de produits, mais de divers fabricants.
Donc il y a différents acteurs dans la réalisation d'une FDES qui sont impliqués. Il y a le commanditaire, donc celui qui va payer et qui va être aussi responsable des allégations qui sont faites dans ces documents. Il y a l'analyste, celui qui va réaliser la CV, donc il peut lui être aussi bien interne au commanditaire que externe. Et il va y avoir le vérificateur qui lui est nécessairement externe. Alors comment ça se passe concrètement ? L'analyste va tout d'abord échanger avec le commanditaire comme pour tout ACV, y compris dans d'autres secteurs, sur justement le champ du système, la fonction du produit. Quelle est la fonction qui est rendue par le produit? Comment on va pouvoir décrire l'unité fonctionnelle? Et tous les points de l'unité fonctionnelle vont être discutés et justifiés. La durée de vie du produit, on va demander des justificatifs pour pouvoir l'afficher dans la déclaration qui sera publiée. On va aussi collecter les données. Alors, collecter les données, ça veut dire sur toute l'étape qui est maîtrisée par l'industriel, donc la fabrication du produit, son approvisionnement, son installation sur le chantier, s'il s'en charge. Là, on va venir collecter des données qui sont précises, qui concernent son cas et qui sont récentes, qui datent d'il y a moins de 5 ans. Et alors, pour les étapes qui sont plus en aval, donc d'usage, d'entretien du produit et de fin de vie du produit, là, on va établir avec lui des hypothèses qui sont plausibles. Il y a tout un tas de garde-fous dans les normes qu'on va essayer de respecter pour avoir un cycle de vie qui soit le plus proche possible de ce qui est observé aujourd'hui. Ensuite, on va modéliser son produit dans un logiciel de la même manière que je vous ai montré précédemment avec le petit carré. Et on va calculer les résultats et faire une analyse de cohérence. Alors ça, c'est très important. C'est une période pendant laquelle on va vérifier que ce qu'on a rentré en termes de données est à l'image des résultats qu'on observe. Que les étapes qui ont le plus d'entrants sont aussi celles qui ont le plus d'impact. Et on va aussi, à ce moment-là, mener une comparaison avec ce qu'il existe déjà dans la base INIES comme déclaration environnementale. Donc l'idée, c'est de venir positionner le produit de notre client avec les produits des confrères ou la donnée par défaut. Et ça permet de mieux comprendre déjà la performance en termes de réduction d'impact environnemental de notre client par rapport à celle de ses confrères ou de ses compétiteurs. Donc cette étape est très importante, elle permet de donner à l'industriel des opportunités de comprendre son impact et de réduire son impact. Il n'y a pas une FDES que j'ai fait où derrière il n'y avait pas ne serait-ce qu'une petite décision qui avait été prise sur mettre les emballages en consigne, changer d'approvisionnement parce que les distances de transport étaient trop longues. Voilà, il y a toujours des petites améliorations qui sont faites dont on s'en aperçoit l'utilité pendant la réalisation de la CV. Donc évidemment, c'est aussi une opportunité pour communiquer, ça c'est évident. Mais surtout, c'était ça mon point, c'est aussi une opportunité pour les fabricants de réduire leur impact. Et c'est des missions généralement qui en appellent une autre et les gens sont assez fidèles sur ce type de mission. Voilà. Un mot encore sur les exigences pour être vérificateur. Alors, il faut avoir pratiqué la CV sur des produits de construction déjà et avoir réalisé des FDES, au moins 2 par le passé, avoir une expérience professionnelle à la fois dans le milieu de l'environnement et aussi dans le domaine de la construction. Et une fois qu'on peut prouver, on va dire, ce bagage-là, on va passer un examen à l'AFNOR en présence d'un jury où on va être mis face à une étude de cas de vérification. Et c'est ça qui va valider nos compétences de vérificateur. Cette évaluation est refaite tous les 3 ans. Donc, il y a une réévaluation tous les 3 ans. Donc, de cette manière-là, on peut s'assurer de la compétence des vérificateurs. Voilà. Donc, les plus, c'est qu'effectivement, depuis que les FDES et les PEP sont vérifiés, parce que ce n'était pas le cas avant 2017, ce n'était pas systématique, là, on voit vraiment une augmentation dans le sérieux des rapports et la traçabilité de l'information. Vraiment, il y a eu un gros boom là-dessus. Les vérificateurs, comme je vous le disais, sont quand même assez compétents et sachants grâce justement à ces checks qui sont faits à l'examen d'entrée. Autre point positif, les auteurs des FDES et les vérificateurs des FDES ainsi que des PEP sont souvent confrères. Donc, c'est-à-dire que ça tire un peu toute la mission vers le haut, puisque tout le 2 veut être bien vu par le commanditaire. Et le paiement est requis même si l'avis est négatif. C'est-à-dire que ça, c'est une obligation légale qu'on doit marquer dans les devis en tant que vérificateur, d'être payé même si la revue délivre un avis négatif. Donc ça aussi, c'est une bonne garantie d'indépendance. Petit bémol, point d'amélioration, les périmètres de la vérification va être limité, le budget aussi.
Et les vérificateurs vont pas avoir il va pas y avoir d'exigence de compétences sur un secteur particulier, sur un type de produit de construction. Alors là, du coup, ça fait que, bon, comme il n'y a pas de visite de site, on va effectivement avoir accès en tant que vérificateur à toutes les données d'entrée que celui-ci a communiquées à l'analyste. Et si on est un peu sachant justement sur la filière, le produit de construction concerné, on va pouvoir s'apercevoir que certaines données sont anormalement basses ou anormalement hautes. Et là, du coup, ça va être l'occasion de demander des justificatifs et de venir voilà, creuser un peu, faire le travail de vérification. Mais effectivement, comme il n'y a pas d'exigence concernant la connaissance du secteur, des fois ce travail n'est pas bien fait puisque celui qui vérifie n'a aucune idée de ce qu'il devrait observer. Donc ça, c'est assez dommage. Et dernier point négatif, les vérifications des configurateurs seraient à renforcer. Alors ça, je vais expliquer pourquoi. Les configurateurs, donc du coup, qu'est-ce que c'est? J'en ai pas parlé, mais je pense que ce qui va suivre, vous allez beaucoup en parler. Pour certaines catégories de matériaux, il existe des configurateurs qui permettent de générer des F2S à bas coût. Donc là, j'en ai mis juste quelques exemples. L'idée, c'est c'est plutôt des syndicats professionnels qui prennent en charge ce rôle-là, de faire une application qu'on va trouver sur le web, qui est construite sur la base d'une ACV mère d'un type de produit, par exemple des fenêtres, et qui va permettre à tous les fabricants de fenêtres de venir générer sa propre F2S fille en venant changer sa distance de transport à lui, son lieu d'approvisionnement, le type de bois ou le type, si c'est double ou triple vitrage, voilà, ce genre de choses. Donc on peut changer des paramètres et générer comme ça, les configurateurs peuvent générer tout un tas de F2S filles. Voilà. Et selon moi, là, les configurateurs devraient être renforcés en termes de vérification, puisque déjà elle est faite par une seule personne, alors que ce sont quand même des machines à pondre des centaines et des centaines de F2S. Donc ça mériterait d'y mettre un comité de vérificateurs qui regarde ce qu'il y a derrière cet outil-là. Et les ACV filles ne le sont pas. Alors, bon, c'est cadré, parce que les paramètres qu'on peut changer dans les logiciels sont en général cadrés, mais néanmoins, effectivement, ça mériterait d'être... voilà, peut-être des vérifications à l'opportunité pourraient éviter des dérives. Voilà, je crois que j'ai fini avec ma partie. Merci beaucoup à tous, et je serai disponible à la fin pour des questions. Donc maintenant, vous allez voir un petit défilé de 7 filières de matériaux qui vont venir vous expliquer comment ils appréhendent cette réglementation environnementale, comment ils se situent par rapport à elle. Est-ce que c'est une opportunité pour eux? Est-ce que c'est une contrainte? En tout cas, ils vont vous présenter chacun les atouts de leur filière. Notre premier intervenant parisien ayant quelques problèmes de transport va intervenir en visioconférence. Donc c'est M. Barraud de l'Union des métalliers. Bien, alors sans perdre plus de temps, donc la première filière présentée, l'Union des métalliers, Jonathan Barraud en visio, ça va marcher? Déjà, petite présentation, donc Jonathan Barraud, responsable technique de l'Union des métalliers. Et donc on travaille notamment sur l'environnement et on prend part au groupe performance énergétique voilà, de différentes entités. Alors on va aller en slide 3 directement sur les difficultés et opportunités de la future RO 2020. Donc déjà, il faut savoir un petit rappel sur les accords de Paris qui s'engageaient à maintenir l'élévation de la température nettement en dessous des 2 degrés, voire 1,5 degré. Et donc le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, a calculé émettre 1000 gigatonnes de CO2 entre 2011 et 2100. On a tous vu l'intervention de Greta Thunberg il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne nous restait plus que 360 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici quelques années. Donc c'est allé bien plus vite que ce qu'on ne pensait. Et donc pour ce faire, comme le bâtiment est responsable d'environ 25% des émissions de CO2 en France, il y a bien évidemment une carte à jouer sur ce terrain-ci. Le premier terrain étant le parc existant à rénover. Donc on voit en bas à gauche, et ensuite le parc neuf avec les bâtiments à énergie positive et réduction carbone via l'étude E+C-. Donc il y a bien évidemment un énorme marché lié à l'environnement, puisque plus qu'une nécessité, alors pour une fois que la mode est bénéfique, c'est un effet de mode. Les gens, et notamment les jeunes, voire les très jeunes, se portent vraiment garants de l'environnement et ont envie de contribuer dans le sens positif. Donc le slide d'après, toujours sur les difficultés et opportunités.
On a une première difficulté qui réside dans le positionnement du marché et de connaître son impact énergétique et environnemental. Donc, bien évidemment, quel sera l'impact sur l'ensemble du bâtiment, d'un point de vue environnement, sur les ouvrages que vous avez réalisés, et bien évidemment le prix. Puisque, en général, lorsque on veut faire bien, ça coûte plus cher, on augmente les prix, mais ce n'est pas toujours le cas. Et sur quoi on peut jouer aussi, notamment sur l'acier et l'alu, les facteurs qui ont un impact sur l'environnement. Donc pour ce faire, il y a ce qu'on appelle des FDES, qui sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. On a réalisé tout un tas de FDES qui sont consultables sur la base INES. Donc je vous ai mis le logo ici. Vous avez juste à taper INES sur Google, vous tombez sur le moteur de recherche, on verra après à quoi ça ressemble, et vous tombez sur tout un tas de FDES. Ces FDES vont décrire les impacts environnementaux en fonction de différents critères, comme la distance moyenne du chantier par rapport aux ateliers, l'impact du transport en fonction de si c'est un camion à 36 tonnes, admettons, etc. Ce genre de choses, et on va étudier l'impact, grosso modo, sur la planète. Donc on a différents types de FDES, notamment sur les portes, tout ce qui est portes automatiques, portes basculantes manuelles, motorisées, les portes sectionnelles manuelles et également les motorisées. Et on a également, d'un point de vue métallerie plus classique, entre guillemets, escalier, garde-corps, vous pouvez trouver pour la filière des FDES sur les escaliers droits en acier, escaliers hélicoïdales en acier, des garde-corps en acier et en alu avec différents types de remplissage. Et on a aussi, alors c'était mon travail d'aujourd'hui, c'est intégrer tout ce qui concerne les menuiseries dans la base INES, en acier pour ma part. Donc des châssis fixes acier, des châssis fixes coupe-feu, des fenêtres à éventail battant, porte vitrée type hall, porte vitrée isolante et porte vitrée par flamme EW30. Donc toutes ces données sont ou seront consultables sur la base INES parmi, il me semble, 1000 et quelques références. Et c'est ce qui aidera à déterminer l'impact environnemental. Je le rappelle, il y a la proximité des chantiers par rapport aux ateliers des fournisseurs qui ont un impact bien évidemment positif. Le moins on consomme de carburant, le mieux on sera. Si on passe à la slide d'après pour les FDES des industriels, typiquement, donc là je vous ai parlé des FDES collectives, typiquement si on un garde-corps, on va définir un garde-corps d'1 mètre carré. Et voilà, on va calculer la masse en acier, la masse en verre, la masse en joint, etc. s'il y a. Et on va devoir rentrer dans ce cadre de validité à plus ou moins 40%. C'est pour ça qu'elles sont collectives, ça ne représente pas un produit précis, mais toute une gamme de produits. Au niveau des industriels, ils vont plutôt faire des FDES individuels, ce qu'on peut appeler aussi des EPD, donc des Environmental Product Declaration, donc des déclarations environnementales de leurs produits. Et je vous ai mis ici quelques exemples, donc chez Janssen, chez Forster, pour des façades en acier inox et des portes en acier ou acier inox toujours, et la même pour des fenêtres. Si on passe une petite animation après, typiquement sur les menuiseries également, il y a un petit carré qui apparaît avec marqué collectif partout orange si c'est bien le cas pour vous. On va également regarder les charnières, les cylindres de serrure, les ferme-portes, etc. Les serrures de verrouillage numérique, tout ce qui concernera finalement ce qu'on peut retrouver dans un bâtiment. Si on va sur la slide d'après, pourquoi c'est important? Parce que on va étudier dans la RO 2020 l'analyse de cycle de vie du bâtiment, donc de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage des matériaux. Et à chaque fois, on va regarder la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation en eau et la production de déchets. Il se trouve que pour l'alu et l'acier, on ne stocke pas de carbone, contrairement au bois qui a une très forte valeur ajoutée sur le stockage carbone. Et pour l'acier et l'alu, on consomme énormément d'énergie à l'extraction de la matière première, en haut à droite, et à la fabrication du matériau. Donc ça, ce sont les points négatifs de l'acier et de l'alu. En revanche, ils ont bien évidemment un caractère positif, puisque lorsqu'on a une bonne propriété d'un côté, on a une mauvaise de l'autre, et vice-versa, et c'est valable pour tous les matériaux. L'avantage, donc la slide d'après, pour l'acier et l'alu, c'est qu'ils sont recyclables à l'infini. Et c'est vraiment dans la fin de vie du bâtiment, finalement, quand on va recycler les matériaux, on va pouvoir recycler et réinjecter l'acier et l'alu indéfiniment dans le circuit.
avec bien évidemment aussi possibilité de réinjecter de la ferraille dans les produits de construction. Aujourd'hui, des personnes comme Arcelor ont pour objectif, ou le font déjà sur certains sites, ils réinjectent 20% de la ferraille dans leurs aciers pour obtenir finalement des aciers mixtes, une partie neuve, une partie qui était finalement recyclée. Donc, pour conclure, puisque le temps doit être pas loin d'être écoulé, on va étudier tout l'impact, toute la vie du bâtiment jusqu'à l'utilisation du nombre de PC dans un bâtiment. Donc on va rien laisser au détail, tout sera étudié et notamment tout, pour ce qui vous concerne, typiquement des choses qui ne concernent pas l'électricité, etc., mais tous les impacts depuis l'extraction de la matière première jusqu'à la déconstruction. Ça a un impact bien évidemment en termes de métallerie et menuiserie. L'impact global est d'environ 3% maximum, on va dire, sur l'ensemble du bâtiment. Donc il y a quand même des cartes à jouer là-dessus. Les appels d'offres, et j'en vois actuellement, commencent déjà à demander CFDES, ce qui était des documents très peu connus initialement. Donc, je vous invite à vous connecter sur la base INES et à consulter l'FDS pour voir de quoi il s'agit et déterminer, connaître son impact environnemental pour la planète. Je pense qu'on va vous garder sur le côté, au chaud, et on fera toutes les questions à la fin, et on va enchaîner plutôt avec notre prochain intervenant, donc Benjamin Mermet, qui va nous présenter la filière bois. Alors donc Benjamin Mermet, je suis prescripteur bois construction au sein de FIBO Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'interprofession de la filière forêt-bois sur l'ensemble de la région. Si on peut passer à la slide suivante. Alors moi je vais vous... Non, on veut pas. Je perds mon temps. La slide suivante encore. Merci. Alors moi je vais vous parler d'un grand groupe national qui a des usines à ciel ouvert qui représentent à peu près 16 millions d'hectares sur le sol français, donc ça fait 29% de notre territoire. Et c'est 430 000 emplois, donc regroupés dans des PME et TPE. Donc c'est un très gros groupe national qui a travaillé sur un process industriel et éprouvé qui s'appelle la photosynthèse et qui permet en fait de transformer le carbone dans un matériau de construction. Et pour cela, on va utiliser une ressource qui est l'arbre. Merci. Un matériau naturel, renouvelable et qui s'utilise parfaitement en plus avec les autres matériaux biosourcés et géosourcés. Alors, la slide suivante, une de nos usines à ciel ouvert, ça c'est dans le Rhône, dans le Beaujolais. La slide suivante. Donc une petite explication rapide en fait du cycle du carbone dans une forêt naturelle. En fait, dans une forêt naturelle, l'arbre, quand il va pousser, en fait, il va séquestrer du carbone, du CO2, il va rejeter de l'oxygène et donc séquestrer du carbone à peu près 50% de sa masse. Non, pas encore la slide suivante. Merci. Et si on laisse la forêt naturelle, en fait, au bout d'un certain temps, elle va mourir dû à des maladies, au feu, si on la gère pas durablement. Et donc à ce moment-là, elle va rejeter en fait son dioxyde de carbone. Et donc nous, l'intérêt de cette filière et de ce grand groupe national, c'est d'arriver à gérer durablement nos forêts pour séquestrer le plus de carbone possible tout au long de la vie d'un matériau pour arriver à répondre à notre problématique majeure qui est le réchauffement climatique, et donc il faut arriver à séquestrer du carbone. Donc vous voyez une forêt cultivée, donc tout à partir d'une certaine date, donc en fonction de si on est sur une forêt de résineux, non toujours pas, pardon, je bougeais un peu mais c'était pas encore le geste, voilà, parfait. Donc on va séquestrer du carbone lors de l'accroissement de nos forêts. En Auvergne-Rhône-Alpes, 92% de notre forêt est de la forêt de production, il n'y a que 8% qui est de la forêt de protection. Et on va récolter 30% de l'accroissement naturel de nos forêts. Donc on n'est pas du tout sur une déforestation, mais on est plutôt sur une exploitation durable de nos forêts. En 100 ans, la forêt française a augmenté 2 fois de sa surface. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. La slide suivante maintenant. Et donc, je vous ai parlé de la séquestration. Donc on arrive à séquestrer, voilà, lors de l'accroissement de nos forêts, on séquestre du carbone. Et pour arriver à être encore plus performant, on va le stocker dans un matériau, dans des produits de construction qui sont en bois, qui vont permettre en fait de stocker temporairement le carbone tout au long de la vie d'un bâtiment. Alors on est dans un matériau qui est quand même traditionnel. On a des bâtiments en France qui doivent dater des années 1200-1300, donc on est quand même sur des produits qui vont stocker du carbone très longtemps sur le long
une très longue période de vie. Et ensuite, autre chose qui est importante, en plus de ce stockage, c'est qu'on peut aussi se substituer à d'autres énergies fossiles grâce au bois énergie. Et donc là, on va utiliser, en utilisant le bois énergie qui est une ressource renouvelable, on va permettre de limiter le recours aux matériaux et énergies fossiles. La slide suivante. Alors, il y avait une question sur le focus sur une filière locale. Est-ce qu'il y a une filière locale? Alors, en région, la forêt, elle recouvre 36% de notre région. On est la première région française en volume de bois sur pied, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et en termes d'emploi, c'est à peu près 20 000 entreprises, 44 000 salariés. Et rien que sur le focus construction bois, donc ce qui est un peu le cœur du sujet aujourd'hui, on est à peu près à 370-400 entreprises, charpentiers, constructeurs, donc il ne faut surtout pas hésiter à construire avec le bois, les entreprises peuvent y répondre amplement. L'animation suivante, on est, voilà, pour donner quelques chiffres nationaux, on est la 2e région française en récolte de bois d'œuvre. Donc voilà, on est quand même une région importante sur cette filière forêt-bois. La slide suivante. Si on revient aux fiches FDES, donc Marion l'a bien expliqué, donc on a filière un configurateur qui est configurateur DE Bois, qui permet à la maîtrise d'œuvre gratuitement de pouvoir créer des fiches collectives, mais personnalisées en fonction de son projet, donc ces fameuses fiches FDES FI. Et on a aussi, sur la base Ignes, à peu près un peu moins d'une centaine de fiches FDES, 75 fiches FDES collectives qui vont regrouper l'ensemble des matériaux liés, l'ensemble des produits liés aux matériaux bois. Et on a à peu près une quinzaine de fiches FDES individuelles. Et on le voit un petit peu sur cette slide, il y a aussi beaucoup de fiches FDES qui sont ou en cours de mise à jour parce qu'elles ont été faites en 2015 et donc en 2020 elles vont devoir mise à jour parce que c'est mise à jour tous les 5 ans si je ne me trompe pas. Et il y a des fiches FDES qui sont aussi à venir sur d'autres matériaux de construction. Et enfin, comme j'avais que 7 minutes, mon contact pour aller plus loin, puisque je serai désolé, mais je crois partir à 19h maximum, puisque mon dernier temps est à 19h30. Voilà. Bon, donc Stéphane Peigné, qui va nous présenter les atouts de la filière terre crue. Donc c'est la lithosphère, c'est ça hein? Moi je suis membre Terra, donc Terra c'est une association qui a maintenant 6 ans, qui a été créée à la base pour écrire les règles pro PISA. Bon, je reviendrai sur ces questions-là. Sur la question de la terre. Donc oui, Terra, entre autres, développe les questions des avantages techniques, environnementaux et sociétaux de la construction en terre crue. Donc un patrimoine important à préserver, des qualités constructives indéniables. Et c'est là où on va pouvoir discuter, parce que maintenant il faut réussir à prouver que c'est indéniable. Qualité, inertie thermique, régulation, remarquable de l'hygrométrie, donc ça c'est les bâtiments en pisé, donc construction terre crue. Température de rayonnement, donc ça c'est le confort ressenti. Et puis c'est un matériau à changement de phase. Ça c'est tout des choses qu'on connaît, on sait que ça fonctionne, on a du mal à les quantifier. Et à dire clairement, voilà, on a un mur qui va avoir une réaction hygrothermique particulière. On a tous une grand-mère qui a habité dans une maison en pisé. Il y en a certains de nous qui habitent aussi dans une maison en pisé. On voit qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on est, avec un matériau qui a un R de 1 à peu près. Et pourtant, on ne chauffe pas tant que ça. On se rend compte que les consommations des bâtiments en question ne sont pas énormes. On a un grand confort. Et au moment où on veut expliquer pourquoi ça marche comme ça, on a un peu du mal. Donc on a des recherches qui sont en cours, des choses qui arrivent, des thèses qui avancent, etc. Et au final, on a un peu du mal à définir ce que c'est réellement le mur en pisé et finalement quelle est son unité fonctionnelle. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, ok, un mur en pisé, ça peut porter 12 tonnes à 5 mètres de haut. Et a priori, on ne peut pas isoler avec un bâtiment. Enfin, un bâtiment en pisé n'est pas une enveloppe isolante. Pourtant, voilà, parce que les scientifiques ne savent pas nous faire voilà, on ne sait pas dérouler le tapis pour dire quelle va être cette unité fonctionnelle. On y reviendra après. Donc merci. Avantages sociaux. Ça c'est important parce que on en a parlé dans différents endroits, mais valoriser les savoir-faire. Donc ça reste la construction en pisé aussi bien neuve qu'en rénovation. Il faut un fort savoir-faire et la CAPEB ainsi que bon nombre
d'associations savent très bien ça, et de formateurs. Intensité sociale, alors là c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est que c'est pas quelque chose on rentre pas quelque chose dans une machine et ça sort de l'autre côté avec un opérateur qui tire sur des bidules ou qui fait rien du tout. Mais on a des gens qui bossent dessus. Ça peut. Alors après, c'est toute la limite est de savoir si c'est de la pénibilité ou si c'est de l'intensité sociale positive. Voilà. Ça, on pourra encore en discuter. C'est encore des choses qui sont dans les tuyaux. Une montée en compétence des entreprises. Donc ça, c'est parce que aujourd'hui, on a donc des règles pro pour construire un guide de bonne pratique, pardon, excusez-moi, pour construire en pisé. Et aussi bien en pisé qu'en bauge, en terre allégée, enfin, on y reviendra, mais il y a toute une filière terre crue qui s'est mise en place en France, qui a permis de sortir des règles et de permettre justement d'avoir des référentiels, quelque chose qui parle à un contrôleur technique, à un assureur, etc. Donc formation professionnelle, c'était inscrit dedans. Et donc là, on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire tout le monde sait que c'est local et abondant puisqu'il suffit de se baisser pour la trouver. Après, elle peut avoir des caractéristiques différentes, mais elle est forcément présente partout. Peu d'émissions de CO2 pour sa mise en œuvre, ça c'est ce qu'on fait au doigt mouillé. On se rend compte que de toute façon, quand on fait le plein de la machine une fois par semaine, on se rend compte que effectivement, ça a l'air performant. Peu d'énergie grise parce qu'effectivement on cuit pas, on transforme pas, voilà. Matériaux recyclables et recyclés, puisque de toute façon, voilà. Enfin, on ne sait pas si on est au début ou au milieu. Enfin, voilà, on a un matériau qui est assez tellement primaire qu'on ne sait pas trop comment le caractériser. Et puis économie circulaire, effectivement, si on ne rajoute pas trop de choses dedans, voilà, on le remet. Et puis si ça ne sert pas pour ça, ça servira pour autre chose. Et puis voilà, si je caricature un peu. Et donc la question voilà, alors bon, la question c'est comment est-ce qu'on construit une filière terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart ce qu'on appelle la filière terre, c'est un maçon qui va prendre un matériau là et puis il va le mettre en œuvre là. Puis on dit voilà, c'est la filière. Donc il y a un producteur, lui il est producteur ou il récupère quelque part. Et c'est quelque chose qui est déjà très très difficile à mettre en place. Et on a eu beaucoup de mal à fédérer autour de nous. Donc Terra a déjà été une grande aventure en soi. Et puis à côté de ça, on a fédéré d'autres. Là, on peut passer 2-3 slides. Là, voilà. Bon, c'est des TPE, des artisans. Et donc on a créé une confédération de ces acteurs. Voilà, par technique. Ok, peut-être la suivante. Ah voilà, super, ouais, c'était joli. Très bien. Donc voilà, les différentes organismes régionaux. Donc nous, on est ici Terra, dans le Rhône, parce qu'en fait, c'est principalement ici qu'on fait du pisé. Donc nous, on a surtout bossé sur le pisé. Et puis, bon, les enduits, c'est plus général à toute la France. Torchy, on a plutôt localisé en Normandie, puisque c'est là où ils ont vraiment une historique, et puis des entreprises encore qui produisent comme ça. La Bauge, en Bretagne, enfin Grande-Bretagne, Armorique. Et puis terre allégée, c'est plutôt le sud-ouest, où on a, alors ce qu'on appelle terre allégée, c'est le terre-paille, je crois qu'on va en parler peut-être un petit peu. Non, c'est à mi-chemin entre la paille et la terre, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Donc la corrélation entre ces différentes techniques, ces 5 techniques, c'est la terre crue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a le même matériau qui a les mêmes problématiques et les mêmes difficultés à être reconnues. Bon, est-ce que la terre, ça brûle ? Ben oui, ça, on ne s'était jamais posé la question. Et pourtant, on a des contrôleurs techniques qui nous disent allez, montrez-nous que ça ne brûle pas. Bon, par exemple. Donc, on a les mêmes problématiques. Et donc, on a fait cette fameuse confédération de la terre crue, donc CCTC, qui regroupe non seulement ces acteurs locaux de terrain qui sont souvent des artisans qui ont l'habitude de bosser et qui donnent de leur temps pour faire ça, et l'UMGO, la CAPEB, Réseau Éco-Bâtir, les Fédescopes, Maison Paysanne de France, et puis donc ces fameux GT régionaux. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de promoteur derrière de la terre crue en disant moi je prends 1 euro sur le kilo vendu pour faire de la pub, pour faire les FDES, pour faire du machin. Donc on a tous donné de notre temps pour essayer de fédérer ça. La conclusion, c'est de vous dire que la FDES n'est pas prête, hein, ça c'est sûr. Donc j'y viens doucement. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Oui, alors ce qu'on a eu comme pour réussir à se mettre d'accord entre nous, parce que entre ceux qui disaient battons-nous, on va dire que ce qu'il faut pas faire comme ça, c'est pas dans cet ordre-là. Il y a eu plein de contre-exemples de FDES qui étaient manifestement mal calculés, pas faites comme il fallait, enfin trop déclaratifs et pas assez contrôlés. On a pas mal
d'exemple, je sais pas, je dirais, quand on a la FDS du métis ou la FDS de Isover, on ne comprend pas pourquoi il y a une telle différence entre deux matériaux qui ont deux façons d'être produits complètement opposées. Et on se dit, il y a quand même une objectivité qui manque un petit peu dans ce truc-là. Donc, beaucoup de personnes qui font de la construction en terre qui ont dit, nous, on ne veut pas y aller. Et puis, petit à petit, on a réussi quand même à se mettre d'accord en se disant, si c'est pour avoir une valeur par défaut augmentée de 30%, et qu'au final, on dise, jamais on construit en terre, on a réussi à se mettre d'accord, au moins sur ça, qui est une étude de sensibilité sur le matériau terre. Donc on a, par le biais de la DHUP, le CCTC a réussi à provoquer, à faire financer auprès du CSTB une étude qui permettait de voir quels étaient les critères qui étaient importants, qui avaient un fort impact sur ce document-là. Avant de dire on fait une FDES qui va peut-être nous couper la tête. Parce qu'on n'a pas pris les bons critères, on n'est pas les meilleurs pour faire ça, et donc on risque d'aller dans des trucs différents. Si on peut passer du coup la dernière. Donc en fait on a fait 5 scénarios. 5 scénarios avec différents cas de figure. Donc le cas de figure où on prend de la terre sur place, donc on extrait, voilà, on fait un trou dans le sol pour fabriquer un bâtiment. Donc déjà c'est pas un matériau en déchet, on va se retrouver vers une extraction proprement dite. Ensuite on a fait la même chose avec extraction proprement dite, mais en plus elle est à distance, c'est-à-dire qu'on a 100 km. Non, 1000 km, pardon, on déplace de la terre sur 1000 km, ce qui paraît beaucoup pour de la terre, mais pour plein d'autres matériaux, c'est tout à fait normal de déplacer sur 1000 km des matériaux de construction. Et puis ensuite, on en a un où on va prendre de la terre qui est de la terre déjà extraite, et puis on va avoir un recyclage qui sera de la remettre là où elle était, quoi, au départ, donc quasiment à côté. Et puis un dernier scénario... je crois qu'on la malaxe beaucoup, en fait. On lui rajoute des additifs. Voilà, je suis pas tout à fait sûr sur le 5e scénario, mais bon, c'est pas très très grave. Si on peut passer à la suivante. Voilà, du coup, après, ça nous donne des valeurs. Alors bon, ce qui est un peu compliqué dans ce tableau, c'est qu'on a des valeurs en kilomètres, on en a d'autres en mégajoules, on en a d'autres en kilowatts. Donc c'est toujours un peu particulier. Mais on en arrive à se dire... Alors ça doit être la suivante, s'il vous plaît, si ça peut être plus parlant. Voilà. Donc sur les 5 scénarios, on voit qu'il y a des grosses disparités et que ce qui compte, c'est de dire que d'une part, la terre, on ne fait pas un trou spécifique pour la prendre. De toute façon, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la fenêtre et de crier « je veux de la terre » pour qu'il y ait 25 semi-remorques qui débarquent. Après, c'est pas forcément la bonne terre, mais on a fait des calculs en Bretagne, en fait, sur... Il y a un tiers qui est remis en extraction. Il y en a un tiers qui est laissé sur place, réaménagé. Il y en a un tiers qui est mis en décharge. Et il y en a un tiers qui est... Je ne sais plus ce qu'ils en font. Toujours est-il que sur le tiers qui est mis en décharge, si on prend 20% de ce tiers, on peut construire tous les bâtiments de Bretagne neufs. Donc aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas d'extraction spécifique pour avoir de la terre. Donc scénario 2, on l'a déplacé. En scénario 2 et scénario 3, ils ont été beaucoup déplacés et on se rend compte que le transport, c'est une catastrophe. Ça, c'est pas nouveau, mais sur un matériau lourd, il faut vraiment l'utiliser. Et puis le scénario 4, il est plutôt plaisant, c'est que voilà, c'est la façon habituelle dont on construit. Donc on a quelque chose qui est quand même rasibus sur le plan réchauffement climatique. Puis si on passe sur les autres critères, s'il vous plaît. Ouais. J'en ai loupé un. C'est pas très grave. Bon, enfin, toujours est-il que les 5 étaient à peu près du même niveau, quoi. C'est-à-dire que le scénario 4, il nous plaît bien. C'est de dire qu'il faut que les entreprises soient locales, qu'elles travaillent avec de la terre locale, et puis qu'elles ne cherchent pas trop à la malaxer. Après, on a vu aussi les choses... Il y a certaines personnes qui font du pisé, qui font beaucoup... Enfin, qui ont pignon sur rue, on va dire, qui ont tendance à tamiser tout leur granulat, et puis après, ils vont reconstituer leur terre. Donc ça, en fait, ils mettent de la technologie, là où ils pourraient mettre juste du savoir-faire, et puis se dire, bon, j'analyse, je me dis, ok, celle-là, elle marche, elle ne marche pas. Et alors là, on est sur du terre-paille, parce qu'on a du coup aussi regardé l'aspect terre-paille. Donc ça, c'est sur l'utilisation des énergies primaires non renouvelables. Je ne sais pas si on peut tourner. Ça, c'est sur... je pense que mon collègue de la paille aura des choses similaires, c'est-à-dire qu'en termes de réchauffement climatique, on est plutôt en stockage.
Voilà. En gros, si on peut passer. Oui, alors Terra, on a une exposition qui tourne pour promouvoir la construction en terre. Voilà, si ça vous intéresse. On a un site aussi où on peut voir ça. La suivante. Voilà. Et donc Terra est membre de la CCTC qui donc chapeaute tout ce groupement global. Voilà. Et en fait, on a appris récemment qu'il y avait des F2S qui étaient sortis sur la construction en terre et on les connaît pas. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dedans et où est-ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent. Je crois qu'elles ont même été validées, quelque chose comme ça. Mais nous, on n'a pas été invités, si vous voulez, pour la discussion là-dessus. Bonjour à tous, je suis Jérôme Montanet, je suis le président du syndicat du béton prêt à l'emploi, Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais vous parler un petit peu des difficultés de l'approche du SNBPE, qui est membre de l'UNICEM, de la RE 2020. On peut avancer. Donc en fait, une des premières difficultés, c'est qu'on a dans la base INIES un certain nombre de données qui sont des données génériques, des données génériques par défaut, les MDGED, qui, quand on les regarde, sont des données extrêmement défavorables pour notre activité, ce qui nous a conduit à renseigner un certain nombre de FDES collectives. On le disait tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'entre les FDES collectifs des différents acteurs du SNBPE et les MDEGD, on avait un facteur de x2 à x4, ce qui nous a conduit du coup à générer un maximum de FDS collectives pour pouvoir au mieux les adapter à notre activité. Alors ces FDES collectives, elles sont faites par l'ensemble des producteurs au travers d'un outil que je présenterai tout à l'heure qui est Betty. Et c'est des données relativement moyennes. Il faut savoir que sur une centrale à béton donnée, on fabrique plusieurs types de béton en fonction des constituants qu'on peut mettre dedans, en fonction des granulats, en fonction du ciment, en fonction de tout un tas de paramètres. Et une centrale à béton donnée peut fabriquer entre 1500 et 2500 formules de béton différents. Donc ça veut dire un panel extrêmement large de produits qui est adapté systématiquement à est-ce qu'on va mettre dans des poutres, dans des voiles, dans des fondations, est-ce qu'on va colorer, etc., etc. Donc ça veut dire que le compromis qu'on fait quand on fait des FDES collectives, on fait un compromis entre différents producteurs et on fait la moyenne des moyennes des moyennes. Donc on a des valeurs qui certes sont optimisées, mais qui ne résultent pas et qui ne sont pas tout à fait les mêmes que la production de l'AFDES, du béton, qui va livrer l'ouvrage concerné localement. Ce qui nous a conduit donc à créer le logiciel Betty. Non, j'y reviendrai ça après. Ce qui nous a conduit à créer le logiciel Betty, à le certifier également, pour que chacun des producteurs puisse créer sa FDES et qu'elle soit adaptée à l'ouvrage ciblé. Ça veut dire qu'on a deux niveaux d'optimisation possibles. On a la FDES collective, qui est une première optimisation possible, qui est significative. Et puis on a un deuxième niveau, c'est quand on interroge la société de béton prêt à l'emploi locale, qui elle va choisir le bon produit destiné au bon ouvrage pour pouvoir délivrer la performance qui ira sur l'ouvrage. Alors je disais tout à l'heure que l'analyse des ACV n'est pas forcément optimisée pour le béton. Pourquoi ? Parce qu'elle est calée sur une durée de vie de 50 ans et que les ouvrages en béton, généralement, sont largement plus longs que ça. Rien que dans la région, rapidement, j'ai regardé, si on prend la sucrière par exemple à Lyon, on a un bâtiment qui date de 1930, l'hôtel de ville de Villeurbanne 1934, et c'est des bâtiments, le siège de la fédération aussi, des années 70, c'est des bâtiments qui sont prêts pour durer 75-100 ans facilement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est consulté, quand les entreprises de gros œuvres sont consultées, par exemple au musée des Confluences, on calcule l'ouvrage pour une durée supérieure à 100 ans. Et ça, c'est la réalité du matériau béton. On peut passer au suivant. Alors là-dessus, on a récupéré une analyse faite par Carbone 4. Carbone 4, c'est une société qui fait référence sur la place et qui montre qu'en fait, les matériaux, sur la partie bleue, vous allez voir
la partie construction. Sur la partie rouge, on va plutôt être sur la partie durée de vie du bâtiment et on obtient des performances qui sont somme toute assez similaires, mais qui, quand on regarde sur la partie béton en elle-même, peuvent avoir des écarts de performance en termes de CO2 qui sont relativement significatifs, puisqu'on a quand même 100 kg de CO2 qui se baladent au milieu. Ensuite, voilà, donc Betty, j'en parlais tout à l'heure, c'est le configurateur d'ACV qui a été fait pour les matériaux grosses œuvres. Il faut savoir que on spécifie une FDES pour chacun des éléments constructifs, donc les poutres, les voiles, etc. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de données à calculer systématiquement. Et actuellement, on a ciblé, le SNBPE a ciblé de faire à peu près une centaine de FDES collectives pour pouvoir couvrir l'ensemble des éléments d'ouvrage significatifs dans la construction, en dehors des FDES spécifiques qui elles sont faites par les producteurs. Donc je vous invite soit à aller voir sur le configurateur Betty, soit à vous rapprocher d'un bétonnier qui lui-même va pouvoir faire une FDES adaptée. J'ajoute par rapport à ça que le matériau béton a une autre caractéristique qui va au-delà de l'expérimentation plus et moins, c'est qu'il ne génère pas de COV, de composés organiques volatiles, dans le bâtiment, donc il ne vient pas rajouter une couche supplémentaire de polluants atmosphériques. Qu'est-ce que j'avais à vous dire là-dessus? Ensuite, une autre des caractéristiques qui est quand même particulièrement importante de notre produit, c'est la proximité, puisque le produit béton, au-delà de 20 km, généralement il ne voyage pas. Alors, on est sur une pierre liquide en fait, qui va commencer sa prise au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures, on va commencer le durcissement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas éloigner, délivrer le produit à plus de 20 km. Plus avec une adjuvantation, une retardation. Mais généralement, le périmètre, c'est celui-ci. Donc on a un matériau qui est extrêmement local. Il est produit avec des matières extrêmement locales aussi. Il est produit à base de ciment et de granulats. Les granulats, il faut savoir que le prix de la tonne de granulats double tous les 20 à 30 km à peu près. Donc ça veut dire que c'est rédhibitoire dans le sourcing d'approvisionnement. Donc on va s'approvisionner systématiquement en matières premières locales. 15 km, ça je l'ai dit. Et puis l'élément clé également, c'est les rebuts et les inertes qu'on génère par le lavage, par les excédents de chantier qui nous sont retournés, sont systématiquement recyclés dans un rayon de 12 km. Donc ça permet d'avoir une activité 100% locale. Ce qui nous a conduit à créer ici en Auvergne-Rhône-Alpes un label, puisqu'il n'existait pas de labellisation sur l'origine locale des produits. Donc on l'a créé avec l'UNICEM, on a créé un label qui s'appelle 100% production 100% locale pierre et béton, de manière à labelliser des entreprises qui s'approvisionnent dans la région avec une tolérance de périmètre de 50 km autour de la région. Donc ce label est délivré aux producteurs de béton, de carrière et de pierre qui en font la demande et qui leur permet de certifier la provenance, les emplois et les sous-traitants dans un rayon extrêmement local. Alors, suivant, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, un premier élément, c'est que j'ai dit qu'on avait 1500 à 2500 formules différentes. Un des premiers éléments, c'est choisir le bon béton au bon endroit, puisqu'en termes de classe d'exposition, on va pouvoir formuler de manière différente, avec des porosités différentes, des ciments différents, de manière à résister aux agressions tant chimiques que des agressions pluviales, etc. Ça, c'est un des premiers critères d'optimisation de la performance CO2. Choisir le bon béton au bon endroit. Ensuite, là vous pouvez enchaîner. Donc c'est un matériau moderne, innovant, économique, connecté, puisqu'on est capable aujourd'hui
d'intégrer des puces directement dans le béton de manière à stocker de la donnée directement dans le produit. Donc c'est un matériau durable à base d'eau, de ciment, de gravier et de sable. Ensuite, et c'est un matériau qui est compétitif avec en particulier les solutions d'innovation qui vont poindre le jour, qui seront notamment la construction par imprimante 3D. On a deux groupes de travail qui fonctionnent très très bien. Recy-Béton, l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec le béton recyclé, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le met dans le béton, est-ce qu'on le met dans d'autres applications de construction. On a un deuxième groupe de travail qui bosse sur la recarbonatation des bétons, FastCarb, qui est comment réintégrer une partie du CO2 directement dans le matériau. Je me présente, Julien Duport, je représente la FFTB ce soir, donc la Fédération Française des Tuiles et Briques. Juste pour resituer un petit peu la terre cuite dans le paysage, on va retrouver trois grandes familles, notamment la première, donc c'est toute la partie maçonnerie, avec notamment la brique de structure, qu'on va retrouver en maison individuelle, isolée, en maison groupée, maison en bande, et puis également en logement collectif vertical, comme on peut voir sur la photo de droite. On a également des briques monomures, où là le principe c'est de ne pas avoir, si vous pouvez revenir, merci, de ne pas avoir d'isolant et puis d'amener énormément de confort d'été et d'inertie avec ces produits-là. Après quelques chiffres, la brique de structure, c'est un logement sur 3 en France. C'est près de 40% des maisons avec une belle progression ces dernières années. Et puis un quart des logements collectifs depuis 10 ans. Pour la partie tuiles, 2 toits sur 3 en France sont réalisés en tuiles de terre cuite, avec pas mal de choix. On compte près de 250 modèles, 400 coloris. Elles peuvent être proposées en couverture et puis bien évidemment aussi en bardage pour avoir des bâtiments un peu signés. La troisième famille, c'est toute la partie parement, façade, avec la brique pleine, les bardeaux, les plaquettes et divers accessoires, notamment tout ce qui est brise-soleil, avec des finitions naturelles bien évidemment, et puis des finitions émaillées un petit peu au cas par cas. Si vous pouvez passer. Alors quelques chiffres, et surtout un chiffre à retenir, c'est le nombre de sites en France. On compte 130 sites de production de terre cuite, et notamment en région, on en a quelques-uns. On en a 2 dans la Loire, qui produisent de la brique de structure, 2 dans le Rhône qui produisent des tuiles, et puis 1 dans l'Ain. Donc on est quand même sur un réseau assez local. 96% des produits utilisés sur le marché national donc, sont issus d'une production réalisée en France. C'est quelque chose d'important par rapport au réseau local. Et donc on a près de 5000 emplois directs et 100 000 emplois induits. Par rapport aux fiches FDS, on va retrouver 25 fiches FDS donc qui sont vérifiées par tierce partie et donc accessibles sur la base INES. Par rapport à ces fiches FDS, on va retrouver des durées de vie de 100 ans. Parce que comme on le disait précédemment, on a des durées de vie qui vont au-delà des 50 ans, qui sont potentiellement requis dans la future RE 2020. L'enjeu ressources, donc la terre cuite, c'est 100% d'argile, c'est 100% naturel. Donc il y a une étude qui a été menée par le CTMNC concernant la sédimentation. Donc là, on s'est rendu compte qu'on est sur une matière première donc naturelle et géosourcée et surtout renouvelable. On a énormément de dépôts sédimentaires dans tout ce qui est estuaire et port, avec des volumes de près de 20 millions de mètres cubes par an. Sur ces volumes-là, on pourrait utiliser entre 5 et 7 millions de mètres cubes qui potentiellement pourraient être compatibles avec la fabrication de terre cuite. Et on est capable aujourd'hui d'utiliser 3,5 millions de mètres cubes. Donc on voit vraiment, on est sur une matière première renouvelable et quasiment infinie. Alors il y a un label qui a été mis en place, un test grandeur nature avec le logo que vous voyez en dessous. C'est un label énergie croissance verte. Donc c'est la FFTB qui est en partenariat avec, qui a mis en avant des engagements avec l'État concernant l'utilisation de ces sédiments dans la matière première au quotidien sur les sites de production. Alors bien évidemment, on va retrouver ces tests
sur les sites où on a de la sédimentation, notamment toutes les parties estuaires, donc en bord de mer. Et donc là, aujourd'hui, c'est une phase de développement qui fonctionne plutôt bien et ça va s'accélérer dans les années à venir. L'enjeu énergie carbone, le process de fabrication. Donc une brique, c'est un produit qui est séché et cuit. Donc ça, le but, c'est de diminuer les consommations d'énergie. Donc on le retrouve un petit peu là, en haut à droite. Le but, donc diminuer les consommations. Ça induit de diminuer toute la facture énergétique. Également d'améliorer la compétitivité. Et puis surtout, le gros enjeu, c'est de diminuer les émissions de CO2. Ensuite, justement pour cuire ces produits, on a recours à des énergies propres, notamment le biogaz. Donc on va arriver à récupérer du méthane de la décomposition des déchets pour alimenter directement les fours et cuire nos produits. Là aujourd'hui on a plus ou moins 30% des besoins de cuisson. On a également des systèmes de cogénération avec des turbines où il rentre du biogaz, il ressort de l'électricité et puis toute la chaleur émise est redistribuée dans les séchoirs. On a également la solution avec les énergies renouvelables. Donc il y a certains sites qui sont équipés de panneaux photovoltaïques sur les toits des usines ou dans les carrières en fonction des zones géographiques. On a recours à la biomasse et puis dernièrement tout ce qui est biocombustible. Alors c'est l'utilisation de déchets, de coques de tournesol, sciure de bois. Dans le sud-ouest on utilise beaucoup tout ce qui est noyau d'olive, également du marc café. Ça a un pouvoir calorifique assez intéressant. Donc ça rentre en compte dans les développements et énergies propres à développer. Et quelques chiffres, voilà, moins 17% des consommations d'énergie entre 1990 et 2018 et moins 37% d'émissions de CO2 entre 2000 et 2017. Après, les grands axes de développement, parce que bon, on a encore du travail. Donc la première phase, on a ciblé une trentaine de technologies qu'on appelle de rupture, qui vont permettre d'être implantés sur des sites existants afin d'optimiser les émissions de CO2. Ça peut être la cuisson micro-ondes, la cuisson laser, il y a pas mal de pistes. Et surtout, au-delà de ces pistes, il y a des tests concrets qui sont faits avec des résultats plutôt intéressants pour avoir une terre cuite basse carbone à l'horizon 2030. Voilà. Non, ouais, il y a celle-là. Après, pour la partie recyclage, donc pour la partie production, on va utiliser donc bien évidemment de l'argile et en plus de ça, on va pouvoir ajouter de la chamotte. Donc c'est les grains et puis la poussière de cuisson. Également des boues papetières. Et puis pour la partie fin de vie, il y a une partie qui est recyclée. Donc on va arriver en remblai, en comblement. Donc on est sur un produit donc 100% inerte. Et puis après, il y a la partie réutilisation, notamment beaucoup pour la tuile et les parements avec le remaniage. Quand on est sur des parties un petit peu monuments historiques ou des produits qui ne se font plus, on va pouvoir réutiliser les anciens produits. Voilà. Merci beaucoup. Donc avant de passer à la conclusion et aux échanges, il nous reste une dernière filière à présenter. Donc la filière paille, Emmanuel Deragne. Je représente le réseau français de la construction paille, qui est une association loi 1901 qui rassemble les metteurs en œuvre, les utilisateurs de la paille comprimée en tant que matériau isolant. Donc, dans notre association se trouvent les gens de la conception et les gens de la réalisation. Ça fait très très longtemps qu'on est sensibilisé à l'analyse du cycle de vie, en fait, aux impacts de la construction utilisant cet isolant en paille comprimée, parce qu'un des rédacteurs et le coordinateur même des règles pro de la construction paille, Luc Foissac, c'est son dada. Et donc il a créé un logiciel aussi d'analyse du cycle de vie, donc on y est sensible depuis très très longtemps. Et puis, je veux dire, c'est dans notre ADN, tous les gens qui se sont intéressés à ce matériau paille comprimée, bottes de paille, c'est des gens qui avaient l'intention de faire des bâtiments ultra confortables pour les utilisateurs, pour les occupants. Et puis, un peu par hasard, on s'est aperçu qu'ils étaient aussi très performants thermiquement, donc ils permettaient sur l'utilisation d'avoir des dépenses énergétiques extrêmement faibles. On a fait en fait de la construction paille
il y a déjà 15 ans avec des performances qui se situaient quasiment au niveau du passif. Mais on l'a fait par hasard parce que ce matériau nous a tout simplement bluffé sur ses capacités. Et puis, évidemment, le caractère impact carbone, c'est aussi endémique de ce choix de matériau, puisque c'est un matériau aussi renouvelable. Hein, on est sur des cycles qui sont extrêmement courts. On peut comparer évidemment le cycle de vie, le cycle l'impact de la culture de la céréale avec la forêt. Simplement, on est sur un cycle annuel au lieu d'être sur un cycle de 75 ans en moyenne pour la forêt. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui seront similaires avec la construction bois. Et de toute façon, la construction paille, quand on dit la construction paille, c'est une construction qui va avoir comme intrant à 90% des bâtiments du bois en tant que structure, mais aussi du béton et aussi de l'acier. Sachant que notre matériau de prédilection, c'est un matériau uniquement isolant. Alors la particularité en fait de notre filière, de notre matériau, c'est nous sommes une filière d'utilisateurs, et uniquement d'utilisateurs. Nous n'avons pas de fournisseurs, nous n'avons pas d'industrie. On va chercher dans le monde agricole une matière que nous, utilisateurs, nous allons qualifier et nous allons transformer en matériaux de construction. Donc on n'a pas du tout de soutien, hein, comme la terre, c'est un matériau qu'on va chercher, qu'on va acheter. Donc le monde agricole s'intéresse à titre anecdotique à notre façon d'utiliser le matériau, mais en aucun cas c'est un fournisseur de matériaux de bâtiment. Pour qualifier le matériau, on fait appel à un protocole qui est décrit dans les règles professionnelles et qui permet à chaque utilisateur formé de qualifier son matériau par rapport à l'usage qui est espéré. Cette ressource, elle est renouvelable chaque année et on a beaucoup travaillé sur les statistiques, sur la connaissance de cette production de paille, qui est un coproduit ou un sous-produit de la production de céréales, hein, qui est l'objectif, la destination finale. Donc en fait, nous intervenons dans le process qu'au moment où la paille elle est disposée en andin dans les champs. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 5 millions de tonnes chaque année qui sont disponibles pour les usages en termes de construction, une fois que tous les autres usages de la paille ont été couverts. Et c'est notamment dans la filière agricole, l'élevage qui est le premier client de cette paille. Pour ce qui concerne notre matériau, nous avons une FDES, qui est une FDES collective, donc demandée par le réseau français de la construction paille. Cette FDES, nous avons été aidés pour la financer par des fonds publics, tout simplement parce que nous n'avons pas de fournisseurs. Cette FDES, elle prend en compte donc la paille à partir du champ dans un process actuellement d'agriculture complètement conventionnelle. Elle date de 2015, elle a été vérifiée en 2015, elle a été à peine corrigée en 2016 et elle arrive à échéance en juin 2020. Et nous voudrions, pour aller un peu plus loin dans la caractérisation de ce matériau vis-à-vis de son impact environnemental, envisager une FDES qui soit adaptée à l'agriculture biologique. Il y aurait sans doute des paramètres qui seraient modifiés. Et puis une FDES aussi réactualisée par rapport à la fin de vie du bâtiment, parce que finalement, les bâtiments isolés en paille, l'essor de ce mode constructif, il date d'il y a à peu près une vingtaine d'années, et on n'est pas du tout arrivé sur des fins de vie. Donc il n'y a pas de filière de recyclage qui soit organisée. Et actuellement, notre FDES est très très impactante sur ce sujet-là, puisque on a nos déchets de déconstruction qui seraient incinérés ou mis à la décharge, alors qu'on sait que potentiellement
elles ont une vraie valeur en tant qu'amendement agricole ou dans la filière énergétique pour produire de l'énergie. Donc on espère que les prochaines FDES intégreront aussi cette fin de vie. Et je ferai un parallèle avec ce qui a été dit précédemment par la filière béton et la filière terre cuite sur la durée de vie du bâtiment. On est quand même sur pour nous un isolant. Donc un isolant, a priori, c'est quand même un matériau qui va être souvent changé pendant la vie du bâtiment. Or, 2020, on fêtera l'anniversaire d'une maison qui a été pensée par l'ingénieur Émile Feuillette, qui a été construite en 1920, qui est toujours utilisée, et dans laquelle l'isolant botte de paille n'a jamais été changé. Et il est exactement dans le même état qu'à l'époque où il a été mis en œuvre. On a fait des sondages, on a instrumenté ce bâtiment, et on a une matière qui remplit exactement le même rôle qu'avait imaginé son concepteur au départ. Voilà, évidemment, pour ces FDES, ce sera l'objet de FDES collectives et on compte aussi sur du financement public parce que notre association, finalement, elle est extrêmement faible sur le plan au point de vue financier. Alors qu'aujourd'hui, on voit que notre process, il est en train d'être adopté pour de gros bâtiments, des réalisations très très ambitieuses, avec des volumes de paille qui vont être mis en œuvre qui sont importants. Et on n'a pas, comme la filière bois, une contribution volontaire qui permettrait d'autofinancer tout ce travail d'études sur les impacts environnementaux et de financer ces nouvelles FDES. Donc on est vraiment dépendant de la force publique pour nous aider à prendre en compte justement cette évolution aussi de la construction. Sachant que ce qui est utilisé dans la FDES actuelle, c'était sur la vignette précédente, l'unité fonctionnelle de 1 mètre carré de paroi correspond à un des modes constructifs possibles. Et aujourd'hui, sur les grands projets, les grands bâtiments, on utilise la botte de paille en remplissage dans des caissons préfabriqués sur lesquels il y a une mise en œuvre qui est extrêmement simple et extrêmement peu consommatrice d'énergie. Et donc, si on faisait une FDES avec une unité fonctionnelle qui serait le remplissage du caisson avec notre paille, on serait sur une performance qui serait encore supérieure. Voilà. Le chiffre à retenir, c'est que dans notre paroi à paille de 1 mètre carré, on stocke sur la durée de 50 ans 14 kg par mètre carré. Et donc là, c'est une donnée qui peut être comparée à d'autres isolants. La paille se place vraiment à l'extrémité de l'échelle sur ce critère-là.